Bonjour à tous. Ça me fait super plaisir d'être là. En plus, je passe en premier, c'est cool. Je ne vais pas avoir des gens qui vont s'endormir au premier rang. Je vais avoir toute votre attention et c'est bien parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très important à mes yeux. Je vais vous parler de ceux qui réussissent. Je vais vous parler de ceux qui réussissent et de comment ils réussissent. Alors, je vois que j'ai affaire à un public plutôt de jeunes étudiants. Qui parmi vous a de l'ambition? Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est important parce qu'on a tous de l'ambition, on a tous envie de réussir, on a tous des gens qu'on idolâtre, des gens qui nous, on a des mentors, on a des gens qui nous font rêver, on a envie de les imiter, mais on a envie de le faire pour les mauvaises raisons. Souvent, on a envie de réussir et d'avoir du succès pour les mauvaises raisons qui sont en réalité les conséquences du succès. On a envie d'avoir de la reconnaissance, on a envie d'avoir des followers sur Facebook, sur Instagram, on a envie d'avoir de l'argent. Et ça, ce sont des mauvaises raisons. Mais c'est ce qui intéresse tout le monde. C'est ça qui intéresse tout le monde. C'est ce dont on parle dans les médias. C'est ce qui va frustrer les gens, c'est ce qui va faire rêver les gens, c'est ce qui va faire qu'on va vous adorer ou qu'on va vous détester. Mais ce dont on ne parle pas, c'est de ce cheminement qui mène au succès. C'est vrai ça, on n'en parle pas. On va prendre par exemple, je sais pas, tiens, Leonardo DiCaprio, on va parler des soucis qu'il a eu avec un détournement de fonds pour financer son film, Le Loup de Wall Street. Mais on ne va pas parler des centaines d'heures qu'il a passé à préparer son rôle. On ne voit pas les gens qui ont du succès au travail, on ne sait pas combien de temps ils ont travaillé, on ne sait pas comment ils ont fait pour avoir du succès. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. J'ai envie de vous donner quelques conseils qui ont été importants pour moi et qui, j'espère, vont vous aider pour ce long trajet qui mène au succès et qui n'est pas un trajet facile. Donc voilà, j'ai envie de vous préparer un maximum à ça. Et la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est une question qu'on me pose très souvent. Les gens, quand ils me croisent, ils me disent « Où est-ce que tu vas chercher ta motivation? Où est-ce que tu vas chercher ton énergie ?» Et c'est vrai que là, vous me regardez, j'ai l'air motivé, pas vrai? C'est vrai, j'ai l'air motivé. Pas du tout. Non, pas du tout, en fait, en vrai, je suis malade, là. Donc là, la seule chose qui me motive, c'est de retourner dans mon lit avec une petite verveine, tilleul citron, avec une touche de miel à l'intérieur. Non, en vrai, je suis pas motivé. Et c'est une erreur de penser que la motivation va vous emmener très très loin. Les pouvoirs de la motivation, ils ne sont pas infinis, ils ne sont pas illimités. Et on a tendance à accorder beaucoup trop d'importance à la motivation. La motivation, c'est très bien pour démarrer quelque chose. C'est génial, c'est ce qui va vous faire démarrer un projet. Mais assez rapidement, c'est une source de combustible qui va s'avérer, qui va se tarir, qui va être limité dans le temps. Il va falloir renouveler cette motivation, bien sûr, mais plus important encore, il va falloir substituer quelque chose à cette motivation. Il va falloir trouver quelque chose de plus efficace que la motivation. Et je vais vous donner un exemple. En ce moment, je suis en train d'écrire un livre. Alors, évidemment que je suis motivé pour écrire un livre. Qui serait pas motivé pour écrire un livre? C'est vrai quoi, on a envie de voir son livre sur les rayons d'une librairie, on a envie de voir les gens le lire dans le train, dans le métro, que les gens viennent nous en parler. Donc, évidemment que je suis motivé pour écrire un livre. Et la motivation, ça m'a permis de me lancer pour écrire les 3, 4, 5 premières heures. Mais après, quand il faut retourner au travail, c'est beaucoup plus difficile. La motivation, elle a fait ses effets au début, et après, on se retrouve dans une tâche qui est rébarbative, qui est longue, et un peu chiante, si je puis me permettre. Et ce qu'il faut que vous fassiez, en fait, c'est de réussir à vous hacker vous-même, et utiliser en fait la façon dont on fonctionne. En fait, l'être humain, il aime bien le confort, il aime bien la routine. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en place des routines, mettre en place des habitudes pour vous assurer de faire le taf. Et moi, ce que je fais lorsque j'écris mon livre, c'est que je me suis créé l'habitude d'écrire tous les jours. Tous les jours, j'écris. Tous les jours, j'écris, que j'écrive 3 lignes, que j'écrive une page. Tous les jours, je vais écrire. Et c'est en le faisant chaque jour, à partir d'un certain temps, je vais ancrer cette habitude chez moi et ça va devenir normal de le faire. J'ai envie d'arriver jusqu'à un certain point où
ne pas le faire va me gêner. Le ne pas le faire va me... Je vais pas me sentir bien, quoi. Je fais exactement la même chose dans mon travail. Ça fait 7 ans que j'ai monté ma société, et depuis 7 ans, je travaille absolument tous les jours. Alors au début, c'était pas facile, mais aujourd'hui, c'est devenu très compliqué de prendre un jour de repos. Et c'est pas du tout grave, puisque c'est quelque chose qui me rend heureux. Même quand je pars en vacances, même quand je pars en week-end, je suis parti en Grèce l'autre jour, j'ai pris l'avion jusqu'à Athènes, hop, 3 heures, j'ai écrit pendant 3 heures, je suis revenu, 3 heures, j'ai écrit pendant 3 heures. Donc j'arrive toujours à trouver 1 heure, 2 heures ou 3 heures pour travailler dans la journée. Et c'est ce que vous devez faire. Lorsque vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, utilisez votre motivation pour démarrer et ensuite hackez-vous. Implantez-vous, disciplinez-vous pour implanter une habitude et essayez de forcer, de tenir le plus longtemps possible parce que cette habitude, elle va pas s'implanter tout de suite. Il faut quand même passer un certain temps avant que le fait de ne pas faire ce que vous avez à faire soit inconfortable. Alors, il faut pas se tromper parce que c'est un sujet qui a beaucoup été discuté et je sais que sur Internet, on peut lire des choses comme oui, une habitude, ça met 21 jours. Non, une habitude, ça met pas 21 jours. Il y a plein de nombres qui ont été donnés sur des études qui sont plus ou moins sérieuses. Et moi, ce que j'ai remarqué à titre personnel, parce que j'ai dû me créer plein d'habitudes, que ce soit pour le travail, pour le sport, moi, je pense qu'il faut plutôt compter en mois qu'en jours. Donc il ne faut pas avoir peur au début de se dire voilà, je vais traverser une période qui va être un petit peu douloureuse, ça va faire un petit peu mal, mais une fois que l'habitude a été implantée, c'est très difficile de la faire partir. La deuxième chose, le deuxième conseil que je voudrais vous donner, c'est qu'il y a des gens qui peuvent vous aider et vous les soupçonnez pas en fait. Moi, quand j'étais plus petit, je lisais énormément. Et ce que je faisais, c'est qu'une fois que j'avais trouvé un auteur que j'adorais, donc j'avalais tous les livres qu'il avait écrits, et une fois que j'avais avalé toute son œuvre, je m'intéressais à sa biographie, ses correspondances. En fait, j'essayais d'aspirer comme une éponge tout ce que je pouvais trouver au sujet de cette personne que je vénérais. Et c'est un truc qui m'a énormément servi dans le travail, parce que j'ai pris mes auteurs préférés, que ce soit, bon, c'est pas forcément des auteurs qui vont parler à tout le monde, Charles Bukowski, Henry Miller, Marcel Proust, mais ça peut être aussi des artistes, ça peut être des artistes français, il y en a plein, chacun va aller chercher les gens qui l'ambitionnent. Ben, ces gens-là, vous devez, prenez les gens que vous aimez, prenez les gens que vous admirez, et vous devez faire cette démarche de vous procurer leur biographie, leur autobiographie. Vous devez creuser, vous devez tout savoir de leur vie parce que ça va vraiment être une aide précieuse. Vous allez décortiquer la vie de ces gens-là et vous allez avoir une idée de comment ils sont arrivés au succès. Alors, parfois, ils n'ont pas eu le succès de leur vivant, ils l'ont eu après, ou alors ils l'ont eu sur le tard. Mais en faisant ça, vous allez découvrir quelle est la masse de travail nécessaire, quel est le temps nécessaire, quel est l'engagement, comment ils ont fait pour gérer à la fois leur vie privée, leur vie familiale, leur vie amoureuse, et en même temps faire construire leur œuvre, faire leur travail. Donc prenez les gens que vous admirez, que ce soit des écrivains, prenez Marcel Proust, prenez des artistes, prenez James Bond, prenez Michael Jackson, prenez des entrepreneurs, Richard Branson, Steve Jobs, peu importe, et faites-en vos alliés, faites-les rentrer dans votre équipe. Et quand vous allez être en difficulté, quand vous allez avoir un petit peu de mal, eh ben, vous aurez l'expérience de ces gens-là qui va vous aider. Quand vous serez au fond du trou, que votre projet va patiner, ben, vous allez vous référer à l'expérience de ces types parce que vous allez avoir dans votre équipe les plus grands obsédés de travail que la Terre ait jamais porté. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on lit ces biographies, ces autobiographies? Qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre une leçon hyper importante. On va apprendre que le succès, ça demande de la patience. Le succès, ça demande du temps et ça demande de la patience. Et ça, c'est un truc qu'on n'aime pas s'entendre dire. On aime bien, encore une fois, comme je disais au début, on aime bien le succès, oui, l'argent, etc., etc. Mais ça demande du temps et de la patience. C'est la principale cause d'abandon chez les gens qui entreprennent, c'est qu'ils avaient sous-estimé le temps qu'il allait leur falloir pour avoir des résultats. Ils avaient sous-estimé ce temps-là. Et c'est un truc qu'on peut constater avec un exemple très simple. Les gens qui s'inscrivent à la salle de sport ou qui veulent démarrer un sport.
bah, ces gens-là, en fait, ils sous-estiment le temps qu'il va leur falloir pour apprécier simplement le fait de faire du sport et ensuite avoir des résultats. Parce que ça vient dans ce sens-là. D'abord, on apprécie le fait de faire du sport et ensuite, on a des résultats. Moi, je sais que j'ai commencé à faire du sport, je devais avoir 16 ou 17 ans, et ça a vraiment été difficile pendant au moins un mois. Il y a plein de gens qui démarrent le sport, ils vont à la salle, ils vont soulever de la grosse fonte, ils vont squatter, mais voilà, une semaine, 2 semaines, ah non, ça fait toujours mal, j'ai toujours plein de courbatures, ils ne sont pas habitués au fait d'avoir des courbatures, et ils ne ressentent pas encore les bienfaits que ça peut leur procurer. Et il faut attendre pour ça. Donc il faut être patient. Et il va falloir être patient, parce que ça va vous demander, si vous voulez atteindre une certaine qualité, vous allez avoir besoin de patience. Vous allez devoir faire beaucoup. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est un poète français, je crois, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Léon-Paul Fargue, qui dit, j'adore cette citation, « La qualité, c'est de la quantité assimilée. » La qualité, c'est de la quantité assimilée. Ça, c'est une de mes citations favorites. Vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi, vous pouvez l'appliquer au travail, vous pouvez l'appliquer à votre vie amoureuse, vous pouvez l'appliquer au sport. Ça marche à tous les coups. La qualité, c'est de la quantité assimilée. Donc c'est très 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 important de bien comprendre ça. Et il y a vraiment un truc qui m'a servi dans la vie. Moi, ça a été une leçon de vie pour moi. Ça a été plus important que l'école, même quand j'étais plus jeune. Mes parents m'ont permis de faire du sport, donc, et j'ai fait de la natation et du piano, qui sont 2 disciplines qui sont plutôt ingrates, parce que ça illustre parfaitement cette citation. C'est des disciplines plutôt ingrates, il faut travailler beaucoup avant d'avoir une bonne technique. Hein, il faut faire beaucoup de gammes, il faut faire beaucoup d'exercices dans l'eau pour avoir une bonne technique. Et on n'a pas des résultats immédiatement. On est obligé de viser sur une échelle de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et vraiment, ça c'est un truc qui m'a servi dans toute ma vie. Et quand j'ai monté ma société après, c'est de dire, voilà, il faut prendre patience parce que avoir des résultats, ça va prendre du temps. Et même si aujourd'hui, je fais plus de piano ou je nage plus autant qu'avant, ben ça m'a quand même appris cette leçon-là. Et puis voilà, même si je retourne à la piscine, et ben, la technique que j'ai acquise pendant toutes ces années, et ben, elle est restée, même si je nage pas aussi vite qu'avant. Pareil pour le piano, si jamais je voulais réapprendre une pièce aujourd'hui, ben, j'ai encore la technique et ça revient tout seul. Il y a un exemple que j'aime beaucoup quand il s'agit de parler de succès, de gens qui ont eu du succès, c'est l'exemple de J.K. Rowling. Vous connaissez J.K. Rowling? Ouais, Harry Potter. Oui, je sais que vous l'avez lu. Les mecs, ils font genre « Oh non, je n'ai pas lu, c'est mort ». Harry Potter, c'est un des plus grands succès. Je me demande si c'est pas le plus grand succès littéraire du siècle. C'est bien possible. C'est peut-être le livre qui a été le plus traduit, le plus vendu. Et c'est intéressant, encore une fois, de prendre le succès de cette personne et de le décortiquer. J.K. Rowling, elle a eu l'idée d'Harry Potter à 35 ans. On est dans les années 90. Elle prend le train, 35 ans, elle a l'idée d'Harry Potter. Voilà, elle est dans un train, elle imagine un jeune homme qui va à une école, voilà, comme elle dans le train. Donc elle a cette idée à 35 ans dans les années 90, ensuite elle va aller travailler au Portugal, elle va travailler comme enseignante, elle enseigne l'anglais il me semble, et elle va commencer à écrire son livre le matin. Elle va ensuite passer par une phase très difficile de sa vie où elle va faire une fausse couche, elle va se mettre avec quelqu'un, puis ils vont se séparer, elle va passer par une dépression, elle va vraiment être dans un quotidien qui est assez précaire, mais elle va se déchirer, elle va écrire nuit et jour, elle va écrire, et quand son livre est terminé, elle va envoyer les 3 premiers chapitres à une maison d'édition. Refus. Une deuxième maison d'édition, refus. Refus, 10 refus jusqu'à ce que son livre soit publié. Et son livre est publié en 1997. 7 ans. Ça vous donne une idée de l'échelle nécessaire pour le succès. Et c'est important quand on se lance, quand on entreprend, quand on veut réussir quelque chose, d'avoir une vision forte, de là où on veut aller, et ensuite de compter en années, et de revenir dans un travail au jour le jour. Et il ne faut pas se dire, voilà, j'ai cette envie de succès, parce que l'envie ne mène à rien. Si on vise le succès pour le succès, ça ne mène à rien, on va se concentrer sur tout un tas de choses périphériques, et on ne va pas faire le travail ingrat qui va mener au succès. Et je vais finir cette intervention sur une chose qui est hyper importante, surtout pour vous qui êtes plutôt jeunes pour la plupart, c'est que pour réussir, il faut déjà commencer. Ça paraît con dit comme ça, mais il faut commencer. Et c'est la chose qui fait défaut à beaucoup de gens qui voudraient réussir, mais qui ne se lancent pas, justement. Et moi, c'est un truc qui a failli m'empêcher de réussir également. Il faut être capable de se lancer. D'ailleurs, j'ai lu un truc
récemment à ce sujet-là, c'est assez intéressant. Je parlais de cette intervention à une amie et elle m'a sorti une phrase de Hegel. C'est pas la moitié d'un crétin. Qu'est-ce qu'il dit Hegel? Il dit « La cause de l'indécision peut également résider dans une certaine délicatesse de l'âme, laquelle sait qu'en se déterminant, elle s'engage dans la finitude, elle se donne des limites et abandonne ainsi l'infinité. Mais elle ne veut pas renoncer à la totalité qu'elle a en vue. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tant qu'on n'a rien fait, bah, tout est possible. Tant qu'on n'a rien fait, on a encore un champ des possibles qui est ouvert devant nous. On peut réussir dans tout un tas de domaines. Ah ouais, je pourrais être champion de tennis. Ah ouais, je pourrais... Ouais, on peut s'imaginer réussir dans tout un tas de domaines. Tant qu'on n'a rien entrepris, on est dans cette espèce de succès fantasmé. Ouais, tout pourrait m'arriver. Et il y a beaucoup de gens qui restent piégés à ce stade-là. À vouloir, ah ouais, un jour je voudrais écrire un livre, et à ne jamais se mettre au travail. Et c'est vraiment un piège. Ça paraît con comme piège, mais c'est un piège qui attend la plupart d'entre vous. C'est vraiment la chose la plus difficile. C'est d'ailleurs un truc un peu, c'est un truc qu'on fait quand on est enfant. Vos parents, ils vous demandent « Ah, qu'est-ce que tu veux faire, mon petit, quand tu seras grand ?»« Ah, moi, je vais être pompier. Ah, moi, je vais être chirurgien. Ah, moi, je vais être machin. » Et c'est exactement ça. Donc, on n'a pas envie de rester piégé là-dedans. La personne qui va réussir, c'est pas la personne la plus intelligente. C'est la personne qui va être capable de passer à l'action. Parce que le succès, bah, c'est passer à l'action, c'est passer à l'acte au début, et ensuite, c'est une succession d'actions. Et voilà, on est sur un parcours qui va être parsemé d'échecs, et chacun de ces échecs va vous amener un peu plus près du succès. Et moi, c'est un truc qui a failli m'arriver aussi. J'ai failli ne pas me retrouver ici. Quand j'avais 24 ans, je faisais un travail à Paris de consultant qui me plaisait pas du tout. Je m'ennuyais à mon travail, je comptais les secondes jusqu'à la fin de la journée. Je me cachais dans les salles de réunion, je disparaissais comme ça pendant les journées de travail. C'est un travail que je détestais, vraiment je le détestais, mais je continuais à le faire. Et vraiment, j'ai découvert que la pire chose, c'est l'ennui. Le pire sentiment, c'est l'ennui. C'est ça qui vous rend fou. Et la meilleure qui peut vous arriver, c'est de vous épanouir dans ce que vous faites. Et au final, c'est le travail qui va vous amener à ça. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'arrivais pas à quitter ce job. Et un matin, je me suis fait faucher par une voiture. Et aussi horrible que ça puisse paraître, alors j'ai eu de la chance parce que je m'en suis bien tiré, mais ça a été pour moi un déclic. Ça a été pour moi un déclic. Sitôt que j'ai été rétabli, j'ai rédigé ma lettre de démission. Je savais absolument pas ce que j'allais faire derrière, mais ça m'a permis de me lancer. Et le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est le message que j'aurais voulu recevoir avant cet accident. J'aurais voulu comprendre ça avant d'avoir ce stupide accident. J'aurais voulu qu'on me dise, voilà, le succès, c'est quelque chose que tu décides. Alors n'attendez pas. Merci à vous.